Alors, la première chose qu'il faut dire quand on s'intéresse à la question de l'intimité, c'est que historiquement, c'est quand même une conquête. C'est la première chose qu'il faut dire. Et c'est une conquête pour plusieurs raisons, avec plusieurs exemples. Le premier exemple que je voudrais prendre, c'est celui de la violence sexuelle. Lorsqu'on s'intéresse à la violence sexuelle, on se rend compte qu'il y a un premier grand déplacement psychologique et culturel au moment de la Révolution française. La tradition, c'est de qualifier la violence sexuelle comme étant un rapt de violence. Rapt, ça veut dire que l'on soustrait la personne concernée, la personne victime, on la soustrait de sa famille. Et ce qui est premièrement important, c'est précisément la famille, et moins, je dirais les choses comme ça, et moins la victime. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Révolution française? Le nom change, l'expression change. Et c'est le mot viol qui s'impose. À partir du moment où s'impose le mot viol, c'est bien la victime qui est concernée. Donc ce qui, au fond, est considéré comme grave, c'est le fait d'atteindre un individu dans sa propre personne, dans son intégrité et je dirais dans son intimité. Et ça, c'est effectivement une première conquête. C'est-à-dire que c'est vraiment l'individu en tant que tel qui est atteint. Et donc la gravité porte sur la façon dont précisément il subit la violence. Premier moment fondamental, à mon avis, qui déplace les repères traditionnels. Mais dans ce premier moment, ce qui est considéré comme l'objet reproché, je dirais la gravité, c'est la violence physique. Donc en 1820, quelqu'un comme Capuron peut encore dire le viol n'existe que lorsqu'il y a violence physique et lorsqu'il y a violence de sang. Donc on voit bien qu'il y a un premier déplacement, mais que la tradition continue d'exister sous la forme d'une violence physique qui ne prend pas en compte la psychologie de la victime. Or, il faut la deuxième moitié du XIXe siècle pour que ce dont je viens de parler commence à être pris en compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la peur, c'est-à-dire au fond la menace, c'est-à-dire finalement la façon de tromper la victime, donc de prendre au fond de l'atteindre par des procédés qui sont des procédés psychologiques et qui consistent à atteindre sa volonté. D'où qu'est-ce qui commence à être pris en compte? Précisément l'autonomie, précisément la volonté, précisément le fait d'être trompé. Donc vous voyez que dans ce second moment, il y a un enrichissement psychologique. Il y a un enrichissement qui consiste à considérer que la victime, elle a une existence psychologique et que cette existence mise en cause fait précisément la gravité de l'acte. C'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on voit dans ce deuxième moment que c'est un espace intérieur qui commence à être pris en compte. Donc quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, quelque chose qui est de l'ordre de l'enrichissement intérieur, si vous voulez. Fondamental comme déplacement. Quel est le troisième déplacement? Le troisième déplacement, ça porte plutôt sur les faits, c'est-à-dire la conséquence. La conséquence traditionnelle, c'est au fond l'atteinte de la pudeur, l'atteinte de la morale, l'atteinte de l'intériorité, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'enrichit? Deuxième moitié du XXe seulement, pas avant. Qu'est-ce qui s'enrichit? Le trauma. C'est le trauma. C'est-à-dire que finalement, la victime est considérée comme subissant un acte si grave qu'elle reste atteinte pour la suite de sa propre existence, avec des mots complètement nouveaux qui sont ceux, par exemple, de mort psychique. Vous voyez, donc cela, c'est à nouveau un déplacement considérable qui renvoie à la question que je posais au tout début, à savoir la question de l'intimité. Et on voit que quand on s'intéresse à la violence sexuelle, finalement, on met en évidence le fait qu'il y a une prise en compte de plus en plus approfondie qui fait exister ce qui n'existait pas ou très peu sous l'Ancien Régime, à savoir un espace intime. Donc vous voyez bien que, de ce point de vue, l'intimité, c'est une conquête. Alors, c'est une conquête à plusieurs titres. Premier titre, je viens de l'expliquer, enrichissement psychologique. Mais c'est aussi une conquête parce qu'il y a une conquête spatiale que l'on oublie et qui est fondamentale. Les individus, dans l'histoire de la société occidentale, tentent de plus en plus à organiser des espaces qui leur sont propres, des espaces qui leur appartiennent. Et il y a un exemple absolument fondamental, je dirais presque magnifique, c'est l'espace de la toilette intime. On voit bien quand on s'intéresse à cette question qu'il y a la création forte d'un espace particulier qui va aboutir à ce que, au fond, les sociétés occidentales vont appeler la salle de bain ou le cabinet de toilette. Et il y a des propos qui sont décisifs tenus à la fin du XIXe siècle par ceux qui organisent ces espaces et qui disent, je pense à la baronne Staff, qui écrit un livre sur le cabinet de toilette, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'époux l'époux aimé
fût-il le plus aimé, n'a pas à pénétrer dans cet espace lorsque j'y suis. Donc il y a bien une création là qui est fondamentale, qui confirme l'accentuation de l'espace, appelons-le psychologique et mental, et qui est une organisation de l'espace, et qui fait que l'intimité, à la fois s'approfondit dans ce que j'appellerais moi un volume psychologique, et s'approfondit dans ce que j'appellerais un volume spatial, aussi banalement que cela puisse être dit. Troisième exemple, le fait que la femme en particulier, mais l'homme est concerné, mais la femme en particulier, se crée insensiblement des dispositifs de comportement qui n'appartiennent qu'à elle. On le voit très bien dans la création tardive en France du vote pour les femmes, mais on le voit bien aussi dans la question du salariat, on le voit bien aussi dans la façon dont insensiblement, elle dispose de son propre argent, elle a la possibilité de signer des chèques. Ça paraît aussi banal et aussi, je dirais, élémentaire, voire trivial, mais c'est fondamental dans la façon dont se crée, à travers le comportement, des manières d'exister pour soi-même, à partir de soi-même, indépendamment des autres. Donc, 3 exemples fondamentaux qui montrent que l'intimité, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui s'approfondit et c'est quelque chose qui s'enrichit. Ça me paraît fondamental. Une fois que l'on a dit ça, on comprend, bien entendu, on comprend des comportements d'aujourd'hui qui signent de l'intolérable. L'affaire MeToo, c'est précisément une manière de montrer que notre intimité est suffisamment approfondie pour ne plus supporter des interventions, des intrusions et des agressions. Mais une fois encore, quand on a dit ça, on a le sentiment que MeToo a tout changé. Quand on a dit ça, il faut entrer dans de la nuance. MeToo, c'est une crise parmi d'autres de l'accès à une intimité qui fait que des intrusions sont intolérables. C'est une crise parmi d'autres. On pourrait suivre des crises comme ça, successives, pour aller très vite, si vous voulez. Je pense que dans les périodes récentes, il y a une immense crise qui a eu lieu, que l'on a tendance à oublier. C'est le procès d'Aix. Le procès d'Aix en France, qui a condamné des agresseurs pour viol réalisé dans la calanque de Morgiou en Provence, dans les années 70, sanction 78, avec un effet considérable qui aboutit à ce que même la loi va changer 3 ans après, en 81, en prenant en compte le fait que tout comportement sexuel de pénétration du corps de l'autre correspond à un viol. Et ça, c'est grâce au procès de 78 que ce genre de choses a pu avoir lieu, mais on peut continuer. On peut dire qu'il y a eu d'autres crises. Par exemple, DSK, dans les années 2000, c'est une crise également, une crise très forte de prise de conscience internationale. Donc vous voyez, ce qui se produit à travers cette exigence de l'intimité, c'est une succession de crises qui confinent à qualifier des comportements comme étant intolérables. Je peux continuer. Je peux considérer, par exemple, que la définition du harcèlement, à partir des années 90, qui ne concerne d'ailleurs que le harcèlement sexuel, mais ensuite le harcèlement moral, et ensuite le harcèlement professionnel dans les années 2000, si vous voulez, c'est précisément la manifestation d'une crise supplémentaire dans l'intolérance à l'égard de l'intrusion de l'autre. Donc il faut bien, je crois, il faut ne jamais oublier que la conquête de l'intimité renvoie à ces crises dont apparemment MeToo est, je dirais, le sommet, mais qui promet évidemment d'autres crises à venir. Une fois que l'on a dit ça, je pense qu'il faut, alors troisièmement, si vous voulez, premièrement, il y a une conquête de l'intimité, 2, cette conquête a des conséquences, et troisièmement, il faut évidemment s'intéresser à un certain nombre de phénomènes qui accompagnent la conquête de l'intimité, et qui ne sont pas toujours des phénomènes positifs au sens moral ou au sens social du terme. Par exemple, que MeToo a-t-il créé ? Parfait, mais en même temps, est-ce que c'est aussi simple de dire accuse ton porc ? Est-ce que c'est aussi simple de qualifier comme ça d'emblée les gens de porc ? Est-ce que c'est aussi simple d'accuser d'emblée quelqu'un alors que peut-être c'est plus compliqué, alors que peut-être il faut passer par la justice ? Donc s'il faut prendre en compte, qui me paraît très intéressant intellectuellement, moralement moins, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que la conquête de l'intimité peut parfois légitimer des comportements qui sont des comportements où le moi prend un espace sans doute excessif, sans doute trop impérieux.
et aboutissant à des comportements que l'on peut quand même discuter. Balance ton porc, c'est pas aussi innocent que MeToo, voyez. Et je crois qu'il faut continuer de s'interroger sur les conséquences que peuvent avoir au fond, ces affranchissements qui privilégient l'intimité. Il faut continuer de s'interroger. Je pense à un autre exemple qui, moi, me paraît très frappant. C'est la façon dont dans les réseaux sociaux, les égos ont tendance à légitimer leur propre comportement. Comme si l'intimité de chacun pouvait avoir une dimension d'emblée collective et d'emblée sociale, alors que ça reste un comportement et un repère qui est un repère privé. Comment le privé peut-il s'arroger le fait de s'imposer comme s'il était d'emblée une affirmation publique, voyez, comme s'il existait sur un champ qui légitimait sa publicité? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Je crois qu'il faut prendre en compte, au contraire, un jeu entre l'ego et le collectif, etc. Ça, c'est le deuxième danger. Et il y a un troisième qui est lié, sans aucun doute, à la consommation, même si les réseaux sociaux sont déjà de cet ordre. Le troisième, c'est le fait de légitimer sa personne comme d'emblée, au fond, impérieuse, impérative, parce que je le vaux bien. Vous voyez, tous les phénomènes de consommation qui donnent un sens très fort à la forme et à la puissance individuelle. Est-ce que c'est si simple? Est-ce que ça a autant de légitimité? Parce que je le vaux bien. Évidemment, parce que je le vaux bien à un sens publicitaire que je peux parfaitement comprendre. Mais est-ce que ça a un sens moral que l'on peut aussi comprendre? Évidemment pas. C'est pas si simple du tout. Évidemment, c'est plus compliqué. Donc, de ce point de vue, je rejoins, sur mes 3 derniers exemples, je rejoins le projet que Gypsy a proposé sur l'ambiguïté, finalement, de l'intimité et sur les glissements que cette intimité peut avoir à partir d'une légitimité qui conduit insensiblement à une illégitimité. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure.